Début juillet 2019, la présence de missiles anti-chars appartenant à l'armée française a été révélée au sein de l'arsenal du maréchal Haftar, un des deux camps qui s'affrontent actuellement dans la guerre civile libyenne. Cette révélation sur une implication française en Libye, qui fait écho à d'autres aides et influences de puissances étrangères, illustre très bien à quel point la situation en Libye, l'un des pays les plus proches de l'Europe, est essentielle pour les acteurs se préoccupant de la région. La situation politique du pays est explosive, que ce soit la guerre conventionnelle entre les deux gouvernements rivaux, les vagues de migration venues d'Afrique subsaharienne et les groupes djihadistes souhaitant s'implanter sur ce territoire, de très fortes tensions sont actuellement présentes autour de la Libye. Si la guerre de 2011 menée par la France contre Muammar Kadhafi fut déjà une action très significative dans la région, le dénouement des événements en cours pourrait bien être plus important encore. Depuis la chute de Kadhafi en 2011 à la suite de l'intervention des Français, des Américains et de leurs alliés, la situation en Libye n'est pas du tout stabilisée. En effet, deux grands camps s'affichent désormais comme rivaux. D'un côté, nous avons le gouvernement d'union nationale, le GNA, reconnu par l'ONU après les accords onusiens de Skhirat fin 2015 et installé depuis 2016 à Tripoli, la capitale située à l'ouest du pays. Le GNA est mené par Fayez el-Sarraj. Ce gouvernement a été le résultat des négociations entre grandes puissances et pays de la région et a notamment été appuyé par les Américains, les Italiens, les Britanniques et les Algériens. Ce gouvernement légal est néanmoins globalement très faible concernant la maîtrise du territoire puisqu'il ne dispose pas de forces militaires qui lui soient entièrement fidèles. En effet, la particularité du GNA est qu'il cohabite avec des forces militaires locales structurées en 5 milices, avec à leur tête des chefs de guerre souhaitant souvent suivre leurs propres intérêts. Les milices, plutôt qu'une réelle adhésion au gouvernement de Sarraj, ne font en réalité que le tolérer, car celui-ci est un facteur de sécurité territoriale dans la zone, car reconnu par la plupart des grandes puissances et l'ONU. En réalité, en échange de leur tolérance vis-à-vis de la vitrine internationale qu'est le GNA, les milices ont pu accéder aux ressources financières et économiques de la capitale, que ce soit son système bancaire, les caisses de l'État, ou même des opérations de racket de la population tripolitaine par les miliciens. Face au GNA et aux milices qui tiennent Tripoli et ses environs, on trouve au centre et à l'est du pays les forces du maréchal Haftar. L'histoire d'Haftar est assez intéressante puisque d'abord chef de corps au sein de l'armée de Kadhafi dans les années 80, il va ensuite se retourner contre Kadhafi au cours de la guerre entre le Tchad et la Libye de 1987 après avoir été fait prisonnier. Il est ensuite transféré aux États-Unis où lui et ses hommes sont entraînés pendant plusieurs années par les Américains et notamment la CIA dans le but de faire chuter Kadhafi. Si ce projet n'a pas abouti, Haftar retourne néanmoins en Libye en 2011 au moment de la chute de Kadhafi. À partir de 2014, constatant la déliquescence de la situation politique en Libye, il prend l'initiative de créer ses propres forces armées pour lutter contre l'insécurité à Benghazi dans l'est du pays où il réside. Il réussit progressivement à réunir autour de lui des forces anti-islamistes, laïques et plusieurs tribus qui lui permettent de chasser de l'est du pays plusieurs implantations islamistes et djihadistes, parmi lesquelles Al-Qaïda. Dès 2015, Haftar contrôle tout l'est de la Libye et est nommé chef de l'armée nationale libyenne par le parlement siégeant à Tobrouk, une ville près de la frontière est, devenue l'institution rivale du gouvernement de Sarraj. Il est nommé maréchal par le parlement de Tobrouk en 2016 et contrôle en 2017 la majorité du territoire libyen en dehors de la région de Tripoli, qui reste contrôlée par les milices rattachées à Sarraj. Dans une tentative de médiation entre les deux camps, le 27 juillet 2017 s'est tenue en France sous l'égide d'Emmanuel Macron une rencontre entre Haftar et Sarraj qui ont d'ailleurs signé un accord de cessez-le-feu, même si la portée de cet accord est restée en réalité très faible. Pendant tout 2018, les forces du maréchal Haftar progressent surtout dans le sud du pays en attaquant des forces djihadistes, mais aussi des rebelles tchadiens et soudanais. Fin février 2019, alors qu'un nouvel accord entre les deux camps a été signé à Abu Dhabi sur l'organisation d'élections libres en Libye, le maréchal Haftar décide début avril de lancer une grande offensive sur Tripoli qu'il pense pouvoir prendre en quelques semaines. Il s'est néanmoins heurté à une résistance farouche des milices rattachées au GNA. Celles-ci ont en effet préféré laisser leurs différends de côté afin de constituer un front uni face à Haftar, ce qui a gravement compliqué sa progression puisque celui-ci comptait justement sur la faible cohésion de ses milices pour s'imposer rapidement. Une contre-offensive des miliciens a même forcé les forces d'Haftar à reculer dès la mi-avril. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, les combats qui avaient baissé en intensité en mai et juin
ont repris de plus belle, et notamment depuis que la Turquie fournit publiquement des blindés et des drones au GNA, ce qui a engendré de fortes tensions avec les forces d'Haftar. Enfin, début juillet 2019, la communauté internationale a condamné le bombardement d'un centre de détention de migrants à l'est de Tripoli qui a fait plus de 50 morts et 150 blessés selon l'ONU. Ce centre, qui est situé en zone contrôlée par le GNA, semble avoir été bombardé par les forces d'Haftar, même si celui-ci dénonce un complot fomenté par Sarraj. Après cet événement tragique, alors que Ghassan Salamé, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, qualifie cette attaque de crime de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu voter de condamnation unanime de cette attaque du fait du veto des États-Unis. Mais au-delà des forces en présence actuellement, il est particulièrement intéressant de voir à quel point la Libye est devenue depuis 2011 et surtout 2014 un véritable champ de bataille par procuration entre puissances, un peu similaire à ce qu'on a observé durant la guerre civile syrienne. La particularité ici étant que si certaines puissances aident et conseillent l'un ou l'autre camp, certaines tendent à jouer un double jeu selon les situations, et il s'avère d'ailleurs que ce soit en partie le cas pour la France et certains pays occidentaux. Faisons maintenant un point sur les influences extérieures intervenant dans le conflit. D'abord, du côté du maréchal Haftar, on observe un fort soutien financier et d'équipement des Émirats arabes unis ainsi que de l'Arabie saoudite. C'est d'ailleurs dans ce soutien que se détaille une certaine ambiguïté du maréchal Haftar vis-à-vis des islamistes. En effet, celui-ci s'oppose depuis 2014 au mouvement djihadiste et islamiste sur le territoire libyen, tout en accusant le GNA d'être soumis aux frères musulmans, qui sont un groupe d'islamistes intégristes évoluant au Maghreb, au Moyen-Orient et en Europe. Les Émirats et l'Arabie sont également farouchement opposés aux frères musulmans, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'islam qu'ils prônent n'est pas radical. En effet, si Haftar, les Émirats et l'Arabie souhaitent tous lutter contre les frères musulmans en Libye, il y a une grande influence de l'islam wahhabite dans le camp d'Haftar, cet islam d'origine saoudienne qui prône un très fort intégrisme religieux. L'opposition aux frères musulmans d'Haftar n'est pas synonyme pour autant d'une aspiration à la laïcité. En effet, on a constaté que plusieurs officiers haut gradés auprès d'Haftar étaient d'anciens militants salafistes, et plusieurs décrets, par exemple de restriction de la circulation des femmes, ont déjà été émis dans la zone contrôlée par Haftar, certainement pour donner des gages aux autorités religieuses de la région. Donc clairement, si Haftar combat une branche très dynamique de l'islam radical en Libye, l'islam radical n'est pas du tout absent au sein de son propre camp, bien au contraire. On pourrait même envisager que ce soutien à Haftar soit une manière pour l'Arabie Saoudite de promouvoir son propre islam radical face aux frères musulmans. De plus, sur ce sujet de la lutte contre l'islamisme, il est intéressant de voir que l'État islamique, qui s'était brièvement emparé de la ville de Sirte, a été combattu puis vaincu en 2016, non pas par des forces d'Haftar, mais par les milices rattachées au GNA. En effet, si l'influence des frères musulmans peut être présente au sein du camp de Sarraj, notamment grâce au soutien du Qatar, qui est un grand soutien financier des organisations fréristes, les milices font davantage preuve d'opportunisme que d'orientation idéologique stricte, et se sont donc opposées aux ambitions de l'État islamique en Libye. De son côté, la Turquie aide également les milices rattachées à Sarraj. Elle a d'ailleurs été une aide primordiale pour amortir l'attaque d'Haftar sur Tripoli et consolider les positions miliciennes. Concernant l'Occident, cette fois, la répartition des rôles est clairement plus ambiguë. En effet, beaucoup de puissances occidentales, dont la France, semblent jouer un double jeu auprès de l'un et l'autre camp, ou à minima semblent aider ponctuellement l'un et l'autre camp dès que leurs actions s'alignent avec les intérêts occidentaux en Libye, notamment dans la lutte contre les groupes djihadistes. Ainsi, les États-Unis ont pu aider les milices rattachées au GNA dans la reprise de Sirte à l'État islamique par des bombardements ciblés. Mais il est également clair que des liens forts et entretenus existent entre le maréchal Haftar et certains services secrets occidentaux, notamment la CIA. La DGSE française semble également avoir été en contact avec les forces du maréchal. D'ailleurs récemment, des missiles anti-chars de fabrication américaine mais achetés par la France ont été retrouvés dans une base militaire d'Haftar conquise par le GNA. Le gouvernement français a dû se justifier sur ces armes et a expliqué qu'elles étaient en réalité rattachées à des opérations françaises de renseignement contre-terroristes en Libye. Il faut constater que cette ambiguïté occidentale sur le terrain contraste clairement avec la position officielle des Occidentaux qui reconnaissent sur la scène internationale le GNA issu des accords de l'ONU. Le problème étant clairement que l'une des dynamiques islamistes en question, la wahhabite, est entretenue par un allié géostratégique d'ampleur, l'Arabie Saoudite.
L'autre enjeu concernant l'Occident en Libye est également le grand flux de migrants qui traversent le pays afin d'arriver en Europe. On estime que près de 660 000 migrants et réfugiés principalement venus d'Afrique subsaharienne sont présents en Libye. Ces flux alimentent des réseaux de passeurs qui font traverser la Méditerranée aux migrants au péril de leur vie et dans une complète clandestinité. Des pays tels que l'Italie, dont le gouvernement est particulièrement opposé à cette immigration clandestine, ont par exemple de clairs intérêts à une stabilisation du conflit qui permettrait de stopper ces flux. D'ailleurs, les sauvetages en mer très médiatisés des organisations humanitaires contrôlant les fameux bateaux Aquarius ou Sea-Watch, et qui dérangent plus ou moins publiquement un certain nombre de pays européens, sont en grande partie permis par la confusion qui règne en Libye. La situation de nombre de réfugiés et immigrés subsahariens est également très inquiétante, puisque nombre d'entre eux sont capturés puis soumis à des pratiques d'esclavage, de torture, voire sont tout simplement pris pour cible dans les combats entre les deux camps. Ces situations sont d'ailleurs régulièrement dénoncées par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. En bref, au-delà de soutenir totalement l'un ou l'autre camp, beaucoup de puissances en jeu souhaitent avant tout défendre leurs propres intérêts, sans pour autant affecter les alliances déjà en place. Cette situation, qui est assez habituelle dans un cas de guerre par procuration, joue à plein en Libye en ce moment, du moins tant qu'un des deux camps n'aura pas pris l'avantage sur l'autre. La durée du conflit reste d'ailleurs totalement incertaine. En effet, l'assaut d'Haftar, que beaucoup décrivaient comme le début de la fin de la guerre civile, a été stoppé si durement que les perspectives de résolution et d'unification du pays sont encore assez floues au stade actuel. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, je sais que c'est quelque chose de très fort à faire, que ça vous implique personnellement, mais je vous assure que si la qualité de cette vidéo vous satisfait, la partager aidera énormément la chaîne à se développer et à toucher davantage de monde. N'hésitez pas non plus à expliquer en commentaire ce que vous pensez de la situation en Libye, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.